Alors, parfait. Donc, on va passer à Dr. Elisabeth Wood, qui est la directrice du programme de greffe rénale. Je vais Alors, Paul vous a expliqué, avec Véronique Coffret, vous a expliqué les options thérapeutiques en insuffisance rénale. Donc, quand les reins ne fonctionnent plus, on a deux grandes catégories de traitements pour remplacer la fonction rénale. On a la dialyse. Vous avez vu que ça nécessite un appareillage externe. Et il y a la greffe rénale qui est l'installation d'un nouveau rein. Alors, si vous vous demandez quel est le meilleur de ces traitements-là, et si vous faites une petite revue de la littérature là-dessus, vous allez facilement arriver à la conclusion, puis souvent les articles de revue, quand on aborde ce sujet-là, on commence en disant que la greffe est le meilleur traitement de l'insuffisance rénale terminale. Quand un patient est en condition d'être greffé, il n'y a aucun doute que la greffe, c'est un meilleur traitement que la dialyse. On n'aura pas le temps d'aborder toutes les conditions pour lesquelles ce n'est pas un traitement possible en raison de la condition médicale du patient, mais globalement, quand quelqu'un a à choisir et qu'il a les deux options, la greffe rénale, c'est le meilleur traitement. Alors, pourquoi c'est un meilleur traitement? Alors, il y a un avantage en termes de survie. On n'est pas éternel, puis il y a des traitements qui sont meilleurs que d'autres. Alors, la greffe rénale, c'est ça qui va vous assurer la meilleure survie. Il n'y a pas juste la survie qui compte dans la vie, il y a la qualité de la vie. Alors, la greffe rénale donne également une meilleure qualité de vie. Le Véronique Coffret vous a parlé des contraintes qui viennent avec la dialyse. Si vous venez à l'hôpital 3 fois par semaine, ça va faire 156 visites par année à l'Hôtel-Dieu de Québec. Si vous êtes dialysé à la maison 4 fois par jour, c'est 4 fois par jour, 365 jours par année ou toutes les nuits. Il y a une contrainte claire en termes de temps si vous êtes dialysé. Si vous êtes greffé, il y a des contraintes aussi. C'est un traitement, ce n'est pas un miracle. Alors, il va falloir venir à l'hôpital beaucoup la première année pour ajuster le traitement, mais éventuellement, ça va être 2 à 4 visites par année par la suite. Ce ne sera pas 150 visites, 156 visites année après année. Et ce temps disponible-là et la qualité de votre santé va vous permettre de retourner travailler. C'est difficile d'aller travailler quand vous venez 3 fois par semaine en dialyse, que vous êtes fatigué après le traitement. C'est difficile de garder un emploi, en tout cas sûrement un emploi à temps complet, c'est presque héroïque. Et comme société, il faut savoir, parce que les coûts de santé sont chers, on les paye collectivement, la dialyse, la greffe, c'est le traitement le plus économique. Année après année, un patient greffé coûte 45 000 de moins que s'il était dialysé. Donc, c'est 45 000 la première année, 45 000 la deuxième année, 45 000 la troisième année. Ce sont les chiffres que l'INES a calculés basés sur des données de 2012. Donc, il y a une économie, c'est un bon traitement, c'est le meilleur traitement, puis c'est celui qui nous coûte le moins cher. Mais pour greffer, il faut un rein. Alors, il n'y a pas de rein synthétique encore. Il n'y a pas de reins d'animaux. Quand moi j'étais en formation, on a travaillé là-dessus en 1990, on est rendu en 2016, il n'y en a toujours pas. Il n'y a pas de rein mécanique qu'on pourrait implanter en interne comme un cœur mécanique. Alors, ce qu'il nous faut, c'est un donneur humain. Pour l'instant, c'est ça dont on a besoin. Alors, le Dr. Annie Coffret vous a montré les reins, nos reins à nous sont là. Le nouveau rein, on n'a pas besoin d'enlever les anciens reins pour mettre le nouveau rein. Parce que le nouveau rein, on ne le met pas au même endroit, on le met ici, dans le bas du ventre. Alors, imaginez une cicatrice d'appendicectomie, une cicatrice d'appendice. C'est là qu'on met le nouveau rein à peu près, puis on laisse les autres reins en place. Il n'y a pas de raison de les enlever s'il n'y a pas de cancer ou s'il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de raison de les enlever, on les laisse en place. Alors, ce nouveau rein-là, il vient de qui? Alors, il peut venir d'un donneur décédé. Alors, quand vous signez votre carte de don d'organes, vous consentez à ce qu'on prélève vos organes à votre décès. Tous les patients qui décèdent à l'hôpital ne sont pas des donneurs d'organes. On dit qu'il y a à peu près 1% des décès dans les hôpitaux qui peuvent être un donneur parce qu'il faut que vos organes continuent à être perfusés. Il faut que votre cerveau soit détruit, mais que vos organes soient perfusés. Vous ne pouvez pas être arrivé mort à l'hôpital puis qu'on prélève vos organes. Ce n'est pas compatible avec des organes de qualité. Alors, ce programme de donneurs décédés est géré par Transplant Québec, qui est l'organisme qui s'occupe de redistribuer les organes qu'on prélève. Alors, vous avez ici sur la ligne du bas le nombre de donneurs que Transplant Québec a eu année après année. Alors ça, c'est des chiffres que j'ai rajoutés sur le dernier graphique, les chiffres de 2015. Vous voyez qu'on augmente. Il y en avait 136 en 2005, on est rendu à 172. Ça a permis de greffer 549 patients. Puis ça, c'est pas juste des greffés rénaux, c'est des greffés, tous les greffés d'organes, les cœurs, les poumons, les foies. Mais la majorité des patients qui sont greffés d'un rein. 75% des patients qui attendent sur la liste et 75% des greffes qu'on fait sont des greffes de rein. Et il reste encore 856 patients sur la liste d'attente. Alors,
pour répondre à la patiente tout à l'heure qui parlait des programmes d'hyperimmunisés, des fois, c'est pas facile de trouver un rein à quelqu'un qui a beaucoup d'anticorps dans son sang. Et maintenant, depuis quelques années, bien, il n'y a pas juste des organes du Québec qu'on greffe au Québec, on va aussi chercher des organes à l'extérieur pour des patients qui ont beaucoup d'anticorps, pour qui on ne trouve pas d'organes au Québec, on peut imaginer en chercher ailleurs. Alors aujourd'hui même, on s'est fait offrir un rein de l'autre bout du Canada qui va s'en venir cette nuit par avion pour être greffé demain à une patiente qui avait sur papier des anticorps contre 98% des donneurs du Québec. Et on a réussi à trouver un organe à l'extérieur du Québec. Alors, mais il reste, vous voyez, il y a toujours des patients qui attendent et qui ne sont pas greffés. Alors, pour ces patients-là, l'autre option, c'est un donneur vivant. Alors, si vous avez ici des données du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Alors, au Québec, ici, c'est le nombre de donneurs décédés qu'on a par million de population. Vous voyez qu'on fait bien par rapport à l'Ontario, puis qu'on fait pas mal bien par rapport à la Colombie-Britannique. Mais regardez en rouge le nombre de donneurs vivants. En Colombie-Britannique, ils ont plus de donneurs vivants que de donneurs décédés, et vous voyez que nous, on est loin derrière à la traîne. Donc, on a un travail à faire en termes de promotion du don vivant. Alors, pourtant, la greffe, ça a commencé avec le donneur vivant. Ça, c'est la vraie photo de la première greffe rénale réussie qui date de 1954. C'était une greffe entre deux jumeaux. Alors, celui qui a reçu le rein, il a vécu 10 ans avec son nouveau rein greffé, et ultimement, la maladie qui avait détruit ses propres reins s'est retrouvée dans son rein greffé, et il est décédé de ça. Et celui qui a donné, lui, a survécu 50 ans à son don d'organes. Je pense qu'il y a beaucoup d'instructions là-dedans. À l'Hôtel-Dieu de Québec, on a aussi commencé avec un donneur vivant. En juin 72, il y a une dame qui a donné un rein à son frère. C'était la première greffe il y a plus de 40 ans maintenant. Alors, c'est qui les donneurs vivants qu'on pourrait prendre? Bien, il y a ceux qui ont des liens génétiques. Alors, imaginez tous les liens génétiques que vous pouvez, là, les parents, les enfants, jusqu'aux cousins, cousines. Donc, un lien entre le donneur et le receveur. Il y a des donneurs qui n'ont pas de lien génétique entre eux, mais qui ont un fort lien émotif. Alors, on pense à des conjoints. Si votre conjoint est en dialyse 3 fois par semaine, ça hypothèque sa vie, mais ça hypothèque aussi votre vie de couple et votre vie de famille. Alors, vous pourriez envisager de donner un rein pour régler ce problème-là. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas de lien émotif avec un receveur en particulier et qui envisagent de donner un rein et qui même, je dirais, passent à l'action. Alors, on les appelle les donneurs altruistes non dirigés. Alors, vous avez peut-être vu dans le journal de Québec, il y a 1 ou 2 semaines, la photo de Mme Gendron, qui est une dame du Saguenay que j'ai moi-même investiguée et qui nous avait contacté pour donner un rein. Elle voulait donner un rein. Elle n'avait personne dans sa famille qui était malade, mais elle voulait donner un rein. Et elle a concrétisé son souhait, elle a donné un rein à quelqu'un dans une autre province. Alors, on a parlé il y a quelques minutes des avantages de la greffe par rapport à la dialyse. Là, on va parler de... Est-ce qu'il y a un avantage avec un donneur vivant par rapport à un donneur décédé? Si on a la possibilité d'avoir un donneur vivant, tout le monde n'a pas cette possibilité-là, mais quand on a la possibilité d'avoir un donneur vivant, il y a clairement un avantage. La personne qui va donner un rein, qui est considérée comme donneur, est évaluée, comme je dis aux patients, des oreilles aux orteils. Alors, on évalue la santé au complet et on s'assure que les gens qui vont donner sont en parfaite santé. Donc, qui dit parfaite santé, dit des reins de très bonne qualité. Ces reins-là vont fonctionner aussitôt qu'ils vont être branchés chez le receveur, c'est un avantage. On sait statistiquement que ces reins-là vont vivre plus longtemps, vont survivre plus longtemps, vont fonctionner plus longtemps, donc à long terme, c'est un avantage. Et l'autre avantage aussi, c'est que si vous avez un donneur vivant, on est capable de planifier la chirurgie. Si vous attendez un rein d'un donneur décédé, vous allez être inscrit sur la liste d'attente et vous ne savez pas quand est-ce qu'il va arriver ce donneur-là. Peut-être qu'il va arriver, on dit actuellement qu'on l'attend à peu près 3 ans, peut-être qu'il va arriver avant 3 ans, mais peut-être qu'il va arriver beaucoup plus longtemps que 3 ans. Donc, si vous avez un donneur, on peut planifier la chirurgie, puis juste au moment où vous devriez commencer la dialyse, parce que là, vos reins ne fonctionnent plus, on peut dire, on va vous greffer, donc vous n'allez jamais en dialyse. Alors, évidemment, il faut penser qu'il y a des inconvénients pour le donneur. Alors, celui qui donne, quand on est opéré, il y a toujours un risque. Alors, si on est opéré parce qu'on a un appendicite perforé, bien, il y a des risques à courir, mais il y a des risques à ne pas être opéré. Si vous donnez de votre vivant, vous n'avez pas de bénéfices pour votre santé à vous. Vous avez clairement des bénéfices psychologiques, vous aidez quelqu'un, mais pour vous-même, il n'y a pas de bénéfices. Alors, il faut considérer qu'il y a des risques à une chirurgie, puis il y a toujours des risques. Alors, il peut y avoir des complications mineures, vous allez être opéré, vous allez avoir une plaie, cette plaie-là peut s'infecter, vous allez avoir une sonde urinaire, vous allez avoir une infection, vous êtes immobilisé pour avoir une thrombophlébite. Ça, on appelle ça des complications mineures.
Malheureusement, il y a à l'occasion des décès. Alors, les décès sont rares, on dit 3 par 10 000. Puis si on les compare à quelque chose qu'on connaît bien, c'est comparable à une césarienne. Je ne pense pas que personne de vous imagine une césarienne comme étant une chirurgie à risque de mortalité, mais le taux de mortalité de donner un rein de son vivant, c'est comme une césarienne. Et quand on est opéré, ben, on ne peut pas travailler. Alors, il y a forcément des pertes de revenus qui viennent avec ça. Et M. Sylvain pourrait en témoigner, il y a aussi des frais qui peuvent venir avec ça. Si vous devez vous déplacer à l'autre bout du Canada pour donner un rein à quelqu'un, bien, ça se peut que vous ayez des frais. Il y a un programme de remboursement québécois qui existe là-dessus, mais ce programme-là a été conçu alors qu'on n'échangeait pas les reins partout au Canada. Donc ce programme-là est insuffisant, puis il va falloir qu'on interpelle notre ministre de la Santé là-dessus. Est-ce qu'il y a des conséquences à long terme d'avoir donné un rein? Bien, en fait, la mortalité est comparable. Ça ne semble pas être préjudiciable en termes de mortalité. Dr. Annick Cottrell vous a dit tantôt qu'on pouvait vivre avec un seul rein. Il y a des gens qui naissent avec un seul rein. Alors, quand on vous en prélève un, celui qui reste va compenser en partie. Donc, il va grossir et il va travailler plus. Mais il reste quand même, en théorie, un risque de perdre le rein que vous avez, le dernier qui vous reste. Si vous avez un cancer qui se développe dans ce rein-là puis qu'on doit l'enlever, ou si vous avez un accident, vous pourriez ne plus avoir de fonction rénale et vous-même être en position de devoir aller en dialyse. Alors, partout les organismes qui attribuent les organes ont la politique de dire que si quelqu'un développe une insuffisance rénale, qui a besoin de dialyse et qui est un candidat à la greffe après avoir donné un rein, il devient prioritaire. Donc, il y a une espèce de police d'assurance et de reconnaissance du geste que la personne a fait d'avoir donné un rein. Alors, comment ça se passe après la greffe maintenant pour le receveur? Bien, le patient est hospitalisé. On dit une hospitalisation initiale de 2 semaines, 3 semaines. Des fois, c'est plus court, des fois, c'est plus long. Il faut tenir compte que les patients viennent de loin. On peut retourner au travail 3-4 mois après la greffe. On serait en état, si on est un travailleur autonome et qu'on fait du travail de bureau, on peut recommencer avant. C'est juste qu'il faut être disponible pour le suivi qui est nécessaire, qui est étroit au début de la greffe. Et ça permet de mener une vie normale. On retrouve une santé pour faire des activités physiques, s'impliquer socialement, voyager, avoir des enfants quand on est une jeune femme. Envisager une grossesse en dialyse, c'est un peu héroïque, alors qu'avec la greffe, ça se peut. Puis on a eu l'année dernière, il y a 2 ans, en même temps 3 femmes enceintes dans notre même salle d'attente, alors que c'était un événement rare avant. Alors, après l'hospitalisation de 2 semaines, il y a un suivi régulier et à vie. Parce que les gens qui ont une maladie rénale, ils n'ont pas le choix entre la vie parfaitement normale, puis je ne vois plus le docteur, ils ont le choix entre la dialyse et la greffe. Et la greffe, ça vient avec un suivi régulier qui ne cesse jamais. Alors, au début, je vous l'ai dit, 10 à 15 visites la première année, puis après ça, 2 à 4 visites par année par la suite. Et la greffe, ça fonctionne avec un traitement. À moins d'avoir un jumeau identique à vous, puis s'il était si identique que vous, il aurait la chance d'avoir la même maladie que vous, puis de ne pas être un donneur. Donc, à moins d'avoir un jumeau identique, tout le monde doit prendre des anti-rejets à vie pour éviter le rejet. Donc, c'est un sine qua non. Il y a une diète à respecter qui est beaucoup moins difficile que la diète et beaucoup moins contraignante que la diète en dialyse, mais ça vient avec une diète quand même. Alors, on doit avoir des bonnes habitudes de vie. Combien de temps ça peut durer une greffe? Alors, c'est malheureusement pas éternel. Ça, c'est les résultats qu'on a compilés à l'Hôtel du Québec, Dr. Bessert et moi. Donc, on avait dans nos résultats à nous, puis c'est intéressant parce que ce n'est pas les chiffres américains qui sont souvent moins bons que ça. On a 75% des reins qu'on a greffés qui fonctionnent encore 10 ans plus tard. Donc, il y a quand même 25% des reins qui ont cessé de fonctionner au cours des 10 ans, au cours des 10 ans. Alors, de rejet ou de récidive de la maladie. Des fois, les gens ont une maladie qui peut revenir dans le rein, qui entraîne l'arrêt de la fonction, puis à ce moment-là, les gens retournent en dialyse et dépendant de leurs conditions peuvent être à nouveau greffés. Et il y a des gens qui vont décéder avec un greffon qui fonctionne toujours. Si vous êtes greffé à 75 ans, c'est possible que vous décédiez à 85 ans avec le rein qui fonctionne toujours. Donc on appelle ça une perte de greffon, mais vous avez vécu tout le reste de votre vie avec un rein qui fonctionnait quand même. Et on peut vivre beaucoup plus longtemps que ça, parce que vous avez sur cette photo-là, ça, c'est la photo qu'on a prise à l'inauguration de la nouvelle clinique de greffe rénale où on suit actuellement plus que 1000 patients. Alors, vous avez ici M. Heinz, qui était le premier patient qui a été greffé à l'Hôtel du Québec en juin 1972. Vous avez ici sa donneuse, sa sœur, qui a donné un rein. On connaît Mme Bourdon, notre directrice générale. Dr. Charrois, le chirurgien qui avait fait cette chirurgie-là dans le temps. Et Sœur Moreau, qui était l'infirmière de chevet du temps. Donc, ça, cette photo-là a été prise en 2014-2013. Donc, et M. Heinz et sa sœur sont toujours vivants, ils viennent toujours, M. Heinz vient toujours 2 fois par année à la greffe rénale. Alors, donc, vous aurez peut-être
vous n'aurez peut-être pas la chance, comme M. Sylvain, de donner un rein de votre vivant. Si jamais c'est quelque chose que vous envisagez parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est malade, je pense que vous devez vous manifester. On n'ira pas vous chercher comme donneur vivant, mais si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a une maladie rénale et que vous considérez ça, il faut vous manifester auprès du receveur et auprès de l'unité de greffe pour qu'on puisse vous investiguer. Mais si, comme dans la majorité des gens, vous n'aurez pas à faire ce geste-là, il faut quand même que vous exprimiez vos volontés concernant le don d'organes. Parce qu'il faut qu'on ait tous les donneurs décédés qu'on peut avoir. Alors, il faut signer votre carte d'assurance maladie. Et il faut, si vous pouvez aussi vous inscrire auprès de la RAMQ. Il y a actuellement 2,5 millions de personnes qui ont signifié leur souhait de donner leurs organes à leur décès à la RAMQ, et il y en a 1,2 million qui l'ont dit chez le notaire. Donc, c'est différentes façons d'exprimer ses souhaits. Si jamais vous souhaitez donner vos organes à votre décès, il faut que vous le disiez à votre famille. Parce qu'au moment où vous allez décéder, vous ne serez plus là pour le dire. Et si vous n'en avez pas parlé à la famille, même si la carte de don d'organes est signée, des fois, c'est plus difficile. Si la famille est au courant que c'est votre souhait, on va tout faire en œuvre pour prélever les organes et on travaille fort. Je pense qu'on réussit. L'année dernière, on a eu une année record en termes de nombre de donneurs au Québec et on est parti encore pour une année plus record. Là, l'année dernière, on a eu 172 donneurs. Nous, à l'Hôtel du Québec, on a fait 72 greffes. C'était notre année record. Et actuellement, aujourd'hui, on a 44 donneurs au Québec. Alors, on a 2 mois et demi de fait. Alors, si on multiplie par ça, là, on est parti pour plus que 200 donneurs dans l'année qui vient. Oui, alors on a le temps pour quelques questions. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent poser des questions à Isabelle concernant la greffe. Oui, madame. Moi, je voudrais savoir s'il y a une limite d'âge pour pouvoir être un donneur. Pour être un donneur, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Il y a une limite d'âge physiologique, mais le plus vieux rein qu'on a accepté à l'Hôtel du Québec, le donneur avait 83 ans. Ah, ben, je suis correct. Et on a eu un donneur vivant de 74 ans. Une dame qui a donné, 75. alors, une dame de 74 ans qui a donné à son cousin qui avait 69 ans. Mais si j'ai 75 ans, ma fille a 44 ans, est-ce que c'est possible quand même de... Si votre fille vous êtes en parfaite santé, ça pourrait être possible. C'est sûr que la différence d'âge, on préférerait que votre fille ait un donneur qui lui ressemble le plus s'il y a d'autres donneurs dans la famille. Mais s'il n'y a pas d'autres donneurs, peut-être que vous serez la plus vieille donneuse à ce moment-là. Il y a ma soeur aussi qui s'est offerte également, mais elle a quoi, 3 ans de moins que moi. On évalue les donneurs, mais il y a quelques années, je vous aurais dit à 75 ans, on ne fait pas ça, mais on a fait 74 ans, donc pourquoi pas. Isabelle, il y avait sur les questions tout début, il y a quand même 3 questions qui portaient. Je sais que ça allait vous parler, mais est-ce quelque chose à rajouter? La numéro 3, greffe de donneurs vivants, programme d'échange canadien pour le don. Puis il y a peut-être une explication sur ce que M. disait qu'il a donné à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Alors, je peux peut-être vous mettre, j'avais des diapositives qui portaient sur les échanges. Alors, on peut à l'occasion avoir, comme M. Sylvain qui voulait donner à son fils, mais qui n'était pas compatible. Alors, on peut imaginer qu'ailleurs au Canada, il y a quelqu'un qui veut aussi donner à son fils ou à son père ou à sa sœur qui n'est pas compatible et on peut envisager des échanges. Alors, il y a différents types d'échanges. Alors, l'exemple que j'avais mis ici, c'est que vous avez Mme Tremblay qui veut donner à M. Tremblay, et puis c'est toujours des madames qui veulent donner à des messieurs habituellement, parce que la majorité des patients en insuffisance rénale, ce sont des hommes. 2 tiers des patients, ce sont des hommes. Donc, c'est souvent leur femme qui veut donner un rein. Donc, madame ici est de groupe sanguin A, c'est pas compatible avec le groupe sanguin B. Et ici, on a une autre madame de groupe sanguin B qui veut donner un monsieur du groupe sanguin A. Ça ne peut pas fonctionner, mais ça pourrait fonctionner comme ça. Et donc, Mme Tremblay donne à M. Simard et Mme Simard donne à M. Tremblay. Donc, on peut imaginer ce genre d'échange-là. Mais on peut aussi imaginer d'autres échanges qui commencent avec quelqu'un comme Mme Gendron, tout à l'heure, Madame que je vous ai montré dans le Journal de Québec, elle voulait donner. Alors, ce qu'on aurait fait il y a quelques années, c'est qu'on aurait dit, Mme Gendron, parfait, on va prendre quelqu'un sur notre liste d'attente, et puis vous allez lui donner comme un rein. Mais on essaie plutôt d'aller chercher un effet domino, où là, vous avez différents couples, où il y a un donneur qui veut donner au receveur, mais ils ne sont pas compatibles. Ces deux-là ne sont pas compatibles, ces deux-là ne sont pas compatibles. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tomber les dominos. Cette dame-là donne à ce receveur-là, et donc son donneur est disponible pour donner à quelqu'un d'autre. Son donneur est disponible pour donner à quelqu'un d'autre. Et finalement, il y a quelqu'un sur la liste d'attente qui, lui, n'a pas de donneur vivant. Et un jour, se fait offrir un rein d'un donneur vivant. Ça, c'est vraiment le gros lot.
La journée où on vous appelle pour vous offrir un rein d'un donneur vivant alors qu'il n'y a personne dans votre entourage qui s'est offert, c'est vraiment gagner le gros lot. Et ces donneurs-là font tourner le système canadien. Alors, on a un programme canadien d'échange qui fonctionne depuis 2010 et la majorité des dons la majorité des greffes résultent des efforts de ces donneurs non dirigés. Il y a quelques années, les gens qui voulaient offrir un rein de leur vivant, on les traitait un peu de fous, puis on leur disait, écoutez, appelez donc à la Croix-Rouge, donnez du sang, donnez du plasma, faites quelque chose. Là. Mais on n'envisageait pas le don d'un organe de son vivant. Et moi, après avoir rencontré Mme Gendron, j'ai changé d'idée. Cette dame-là avait vraiment le désir de faire ça, elle était très bien éclairée, puis on est allé de l'avant, puis elle a probablement permis ce genre d'échange-là.